avant, pendant et après. Et après, peut-être. En tout cas, moi, je suis d'autant plus heureux d'être parmi vous que c'est un souvenir en remettant les pieds là dans cette salle du FEC, là, qui est aussi un haut lieu historique. Pour y avoir été en tant qu'étudiant, moi, je fréquentais la cantine, mais je fréquentais aussi cette salle-là, dans une autre disposition, j'étais plutôt dans la longueur, ça fait un peu impressionné. Et je me souviens, ça me permet de me présenter aussi, puisque j'ai la casquette de président de l'ASMA, que depuis un an. Mais mon passé antérieur, j'étais directeur du CLUE, j'ai travaillé aussi avant encore au service technique de la région Alsace. Donc les questions, Président, que vous avez évoquées, c'est les questions qui étaient mon quotidien dans toute ma vie professionnelle. CLUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc on est dans plein dans toutes ces problématiques. Et l'ASMA a été une continuation sur un sujet effectivement un peu plus précis qui est celui du patrimoine. Mais voilà, je tenais à vous expliquer un peu mon parcours professionnel pour vous dire d'où je parle. Alors j'ai un peu changé l'intitulé de la conférence puisque vous aviez parlé de sauvegarder, de préserver. J'ai souhaité, alors c'est sémantique mais c'est quand même assez important, de comment et pourquoi, enfin pourquoi et comment. Pourquoi? Parce que ça me permet de dire un peu comme tous les mouvements, même pour un mouvement politique, je pense qu'à un moment donné, la question du pourquoi j'interviens, pourquoi je milite, pourquoi je m'engage, pourquoi, c'est définir les causes, et je pense que peut-être que la crise du politique aujourd'hui, c'est peut-être ces questions-là aussi, du comment, pourquoi j'y vais, pourquoi j'y vais, n'est pas assez mis en avant. Donc je vais essayer, moi, de constituer, enfin de donner mon propos, développer mon propos sur cette base-là. Donc une mise en perspective historique de la question du patrimoine, puisque pour moi, effectivement, tout tourne autour de cette question du patrimoine, il faut le définir, donc je vais essayer de le faire avec vous. Il y a, et je répondrai à cette problématique que je ne connaissais pas quand on avait discuté avec M. Elfer, de mon intervention de la journée, j'étais plus sur la question traditionnelle du patrimoine et une présentation de l'ASMA, de ce qu'il fait, de ses engagements. Alors, il n'y a pas le pourquoi ni le comment, ils sont arrivés depuis. Mais j'ai depuis mon retour, je dirais, plus spécifique à la question du patrimoine, je me suis demandé quel était ce patrimoine régional. Et je dois vous dire que j'avais une approche un peu d'un mythe, parce que c'est effectivement, il y a une contradiction entre ce surtourisme qui est lié quand même à cette image de marque de la maison à colombage, appelons-le comme ça, après on peut aller plus loin et plus finement dans cette problématique. Et puis de l'autre côté, au quotidien des actions de l'ASMA, on voyait bien que ce même patrimoine qui nous était très cher en attirance et en attractivité à l'extérieur, en interne à la région, c'était plus ça, il se dégradait. On parle, alors je ne vais pas déflorer mon propos, mais 300 démolitions par an, et donc une disparition effectivement lente mais inexorable, à telle enseigne qu'elle met en place, enfin qu'on peut se poser la question jusqu'où peut-on aller. Mais je vous rassure, le Président, les questions même de densité, d'aménagement du territoire, ça fait 35 ans ou 40 ans qu'on l'évoquait. Toutes ces questions-là, je suis passé par toutes les périodes, et encore aujourd'hui, c'est les mêmes questions, mais avec des problématiques et des causes différentes, enfin qui évoluent. Et donc c'est aussi important peut-être de les connaître, et mon propos c'est bien un peu de ça. Donc je vais démarrer. Alors par contre, je ne sais pas comment, il n'y a pas de commande. Lever du stylo. Pardon? Juste vous levez et je tourne la page. Ah, comme ça, oui. Voilà, donc je vais en arrêter là, donc les remerciements que j'ai faits. Si je voulais quand même, on peut peut-être aussi les applaudir. Il y a Claude Ashfald qui, je crois qu'il ne fait pas partie de Umserland, mais assez proche quand même de vos idées. Et puis Denis Bilger, donc Claude Ashfald est membre du comité de l'ASMA, et Denis Bilger est son secrétaire, donc je les remercie aussi de leur présence. Et pour finir mon propos introductif et démarrer véritablement, je dois dire que c'est aussi une première pour moi. Je remercie aussi les organisateurs de cette journée de m'avoir obligé à mettre sur écran, je dirais, ou sur slide, mon propos, parce que, à force, je dois vous dire que le rôle de président n'est pas facile, mais celui de secrétaire et membre du comité non plus. On n'a plus le temps d'asseoir nos idées et de les exposer. Et je pense que ça, c'est important aussi. Donc, merci pour ce temps-là. J'espère avoir été à l'auteur. On me dirait à la fin
pourquoi on intervient? Je vous ai dit, c'est plutôt autour de le patrimoine, parce que ce bien commun que Victor Hugo, alors c'est une slide que j'ai empruntée à mon vice-président Denis Albel. Pourquoi? Parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont. C'est plutôt la dernière phrase qui me porte. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire et sa beauté à tout le monde. À vous, à moi, à nous tous. Donc, le détruire, c'est dépasser son droit. C'est clair que moi je parle de bien commun, c'est-à-dire que la maison, même si elle n'est que visible depuis l'espace public, elle fait partie du bien commun de nos villages, et donc toute destruction devrait faire l'objet au minimum d'une négociation plutôt que de simple décision du propriétaire, qui on verra dans les exemples que je montre, parfois unilatérale et puis définitive, sans que ni le maire ni les autres habitants puissent intervenir, ce qui n'est pas normal du tout. Donc Victor Hugo pose aussi la question de droit et de morale, d'une certaine façon, et je pense que c'était une très bonne entrée en matière. Alors, la suivante. Ah, il faut appuyer sur le... Comme ça, on ne va pas y arriver. Je pense qu'il faut appuyer sur les boutons. Sur les flèches. Sur les flèches. Alors, la question du patrimoine, enfin la notion de patrimoine, c'est quelque chose qui remonte à très loin, enfin très loin, pas tant que ça, parce que c'est au siècle dernier, ou l'avant, non, l'avant encore, c'est une prise de conscience à travers plutôt l'approche de la grande histoire des monuments historiques. Alors c'est pas celle-là qui m'importe, mais je dois quand même dire d'où vient cette préoccupation du patrimoine, y compris plus rural, plus domestique. C'est en 1931 la charte d'Athènes où les professionnels en fait, de la sauvegarde des monuments historiques se réunissent et établissent la carte de restauration définie par... en fait, c'est ce qui prévaut aujourd'hui comme règle de restauration, et puis ça vaut pour la peinture aussi, enfin les tableaux anciens, il y a des règles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas altérer les fonctions initiales, il faut qu'on puisse voir quelle est l'intervention actuelle de restauration, de réhabilitation, de façon à pouvoir revenir à la situation. Alors je ne vais pas m'apesantir là-dessus, je veux dire, je ne partage pas forcément ça, je comprends l'esprit, c'est important, il faut que ça nous accompagne tout le temps, mais c'est tout simplement pas impossible à tenir vraiment quand on n'est pas dans des structures muséales ou des institutions qui ont des grands moyens et qui peuvent faire ce qui dit qu'il faut qu'on fasse, quoi. Venise, c'est la charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites. Donc voilà, ça c'est les premières prémices comment dirais-je, un cadre d'intervention de restauration sur les monuments. Alors, plus loin. En France, la contextualisation, le contexte est un peu différent. Il y a une institutionnalisation de la sauvegarde du patrimoine qui remonte à Prosper Mérimée en 1884, puis la création des monuments historiques. Donc je vais passer assez vite sur cet historique-là, mais pour voir que petit à petit, en France, la question des monuments historiques va se consolider, et avec la loi Malraux en 62, et puis en 64 la création du service de l'inventaire, qui sont encore aujourd'hui en place en France et qui font leur travail de recensement du patrimoine rural. Alors, vous avez peut-être tous en tête chez vous dans vos cantons, si c'est encore une unité d'administration qui prévaut, le service des inventaires, notamment en Alsace, a fait un gros travail. Je crois qu'il existe 7 volumes sur 7 cantons, Guebwiller et autres, je ne les ai pas tous en tête, où ce travail d'inventaire a donné l'occasion d'ouvrages qui sont aujourd'hui très précieux, parce que le service d'inventaire a répertorié toutes les données historiques, architecturales, ethnolographiques et autres, liées à permettre d'identifier en fait cette notion de patrimoine. Alors, c'est pas tellement
alors il y a cet aspect sur la définition du patrimoine, on peut faire la suivante, mais moi je voulais aussi parler, c'est quelque chose qui a été évoqué en entrée de jeu, c'est la politique de réhabilitation, et donc plutôt liée à la politique du logement. Je pense que c'est ces deux approches, celle sur l'histoire, le patrimoine historique si vous voulez, et puis le cadre institutionnel de l'évolution du logement en France, qui va être assez déterminant, puisque l'ASMA est née en 72, on se crée là, et si on se crée à cette date-là, c'est qu'antérieurement, dans les 2 décennies qui précèdent, on a effectivement opéré un changement radical dans la façon dans la politique de construction du logement, puisqu'on est passé des grands ensembles tout de suite sortir de l'après-guerre pour faire réponse à des besoins criants de logement massifs. Là, on était sur et donc la réponse a été celle des grands ensembles, mais ces grands ensembles, au bout de 10 ans, 15 ans, on s'est aperçu qu'elles étaient totalement déshumanisées, même si les logements à l'époque présentaient des degrés de confort modernes que le bâti ancien n'avait pas. C'est clair, on avait encore le chiotte au fond du jardin, la salle de bain n'existait pas. Enfin, c'est pas si lointain que ça. Je pense que c'est important moi, je l'ai vécu encore, vu mon âge, j'ai quand même connu justement l'habitat de mes grands-parents qui était sur ce mode-là, des chiottes à l'extérieur et pas de salle de bain. Donc on voit qu'on est passé d'une approche un peu de modernisation à travers la construction neuve des grands ensembles, modernisation du logement et de l'habitation, mais derrière aussi, avec déjà à l'époque, une certaine déshumanisation dans la vie de ces grands ensembles. Et donc, quand ce mouvement de rénovation, au sens on démolit et on reconstruit du neuf, je pense que j'ai pris l'exemple ici du quartier de la Crupno, que vous connaissez pour certains, tous, où on voit apparaître ces grands ensembles qui n'ont plus rien à voir avec la morphologie, la typomorphologie, c'est-à-dire le type qui préexistait d'immeubles à 2-3 niveaux. Là, on passe à 7, 8, 10 niveaux, et donc, en ayant rasé, comme vous le voyez sur la photo du haut, des pâtés ou des ensembles pour faire place à ces opérations. Et là, il y a eu une contestation. Le Kardec, pour ne pas le nommer, est né de ces luttes urbaines, en fait, que les grands ensembles et le combat des grands ensembles a engendré. Et puis, le moment charnière aussi, c'était la création, du coup, le basculement de la politique de rénovation et des grands ensembles vers la politique de réhabilitation. Et à partir de là, notamment avec les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, j'en ai mené quelques-unes dans le Bas-Rhin, au titre, j'étais aussi à cette époque-là, j'ai démarré ma profession d'architecte j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ma profession d'architecte à l'ARIM Alsace, Association de restauration immobilière, et j'étais en charge, directeur d'études, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Donc j'en ai mené pas mal dans beaucoup de villes moyennes, au Berner, au Seine, Bar, etc. Donc j'ai une bonne connaissance effectivement de ce bâti-là à l'époque. Et c'est la création de l'ANA aussi, donc, qui va permettre le financement de ces travaux, puisque toute politique, il faut, aujourd'hui le débat, notamment sur les retraites, on voit bien que entre les dépenses et les recettes, il faut que ça s'équilibre. Donc l'ANA permettait de financer les travaux auprès des propriétaires. Et l'ANA, à cette époque-là, juste une petite parenthèse, n'était pas encore étatisé, son budget n'était pas étatisé, donc on avait là une masse d'argent qui rentrait, puisque l'ANA était financée sur prélèvement d'une taxe spécifique sur les conventions de loyer. Et ça rentrait, puis quand l'État a vu que c'était une vache à lait, elle a mis la main dessus, puis après, c'est elle qui budgétise et qui dit à chaque année ce que, encore aujourd'hui, l'ANA est gérée un peu comme ça. Alors, du coup, la question de la maison alsacienne, de son mythe, l'image originelle qu'on connaissait, avant tout ce ramdam, si je puis dire, de tourisme, c'est plutôt le Seebach, l'outre-forêt, les maisons alsaciennes blanches, donc a priori sans couleur, que vous connaissez tous, leur alignement et autres. Et puis, je crois que je vais peut-être... est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Je préférerais presque l'avoir, et puis comme ça me permet de gérer à mon rythme, parce que ça me perturbe de ne pas avoir
Non. Il est ouvert celui-là? Ça fonctionne, non? Là? Oui. Là, il faut. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Il faut que je me rapproche alors. Il n'est pas assez. Donc je vais me rapprocher là et puis. C'est pas mieux, hein. Ça va pas aller. Voilà. Et puis, avec, je dirais, bon, l'Alsace, on va parler du voisin allemand. Le voisin allemand, ça fait longtemps que la question de la couleur sur ces façades de maisons traditionnelles a été réglée. Vous allez en Allemagne, tous les centres-villes, la couleur est omniprésente. Alors aujourd'hui, ça choque moins, mais à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas du tout présent en Alsace, puisque l'Alsace, c'était Seebach et Unsbach, entre autres, et les maisons n'étaient pas si colorées. Donc la coloration arrive également à ce moment-là, avec les OPA, notamment, les opérations programmées. Très souvent, les ravalements étaient accompagnés d'une mise en peinture nouvelle, puisque avant, historiquement aussi, il faut savoir que les couleurs étaient liées à un badigeon à la chaux, et c'est un badigeon qui n'apporte pas une intensité aux couleurs mises sur la façade. Pourquoi? Simplement parce que le pigment à la base, mélangé à la chaux, était un pigment, enfin une couleur, donnait une couleur qui était atténuée, très évanescente, quoi, et c'était plutôt lié. Et là où les couleurs pouvaient être plus intenses, ça n'était permis que pour les grosses demeures, les bourgeoises, pour ceux qui avaient l'argent, parce que le pigment qui était intense était aussi le pigment qui était le plus cher. Donc autant dire que dans le milieu rural, ça n'était pas disponible, on le mettait très peu, sauf pour les bourgeois très argentés. Par contre, avec les nouvelles peintures industrielles, on commence à voir ça, donc la suivante. Et les OPA ont aussi amené, enfin ce changement de paradigme amené à une découverte des pans de bois. Alors là j'ai mis volontairement, mais on peut en avoir beaucoup, je pourrais le retrouver et les multiplier pour vous en convaincre. Les maisons, notamment en milieu urbain, étaient quasiment toutes recouvertes d'un crépi qui masquait les pans de bois. Donc le mythe de la maison alsacienne, si on sort de Seebach et de Unsbach, qui est quand même assez loin, hein, à l'époque on n'était pas aussi mobile que maintenant, donc tout le monde n'était pas imprégné de cette image-là, nos villes, c'était ça, quoi. C'était ce que Drancy découvre en 29, et ce que montre en 29, et puis par la suite, on s'est pris de mode, c'est une mode, donc voilà, la mode elle passe, mais elle s'accentue, on découvre le pan de bois, et c'est ce qui va aussi générer, par la suite des pathologies, j'y reviendrai. Et donc la couleur et la découverte du colombage, vous voyez, le Colmar, c'est des pans entiers de maisons qui étaient recouvertes de crépi, et qu'on redécouvre, et donc c'est déjà le début là un peu de ce qu'on peut appeler, comme vous appelez, d'islamisation de notre paysage. Et puis si on va plus loin, la découverte du colombage et de la coloration, ça donne effectivement cette outrance qu'on peut encore ici à Colmar. Alors c'est vrai que c'est pendant celui le plus significatif ici, c'est pendant le Weihnachts période, quoi, et le marché de Noël, et pour la suite. Et puis voilà, c'est aujourd'hui le mythe de la maison alsacienne, d'un point de vue touristique et d'attraction, c'est toutes ces images-là. Alors je vous dirais aussi que c'est pas forcément, alors là je vous les ai mis donc elles sont évidentes, quand on va sur place c'est peut-être pas aussi flashy, pourquoi? Parce qu'il y a aussi une mode, mais ça participe de ce sur-tourisme. C'est tous les touristes qui ont pris les photos, comme c'est tous des bricoleurs. Alors je fais de la photo par ailleurs, je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je pense que c'est important aussi. Il y a un sur-effet de la photographie, parce qu'aujourd'hui, avec vos appareils numériques, y compris le portable, tout simplement, vous tapez votre appli, puis après vous pouvez changer et saturer les couleurs. Donc en fait, ça veut dire que le mythe que je vous ai décrit, la découverte du pan de bois accentuée par la coloration des façades,
le photographe, le touriste qui a pris sa photo peut l'accentuer encore en post-production, d'une certaine façon. Et si ces images circulent, ça c'est uniquement des images que j'ai prises sur le net, donc où les auteurs où les auteurs sont des anonymes, mais qui vivent ailleurs, qu'en France, voire même en Europe et dans le monde, sont en train de sursaturer l'image. Alors, il faut qu'on en revienne quand même, puisque ça c'est un effet, je dirais, de milieu urbain, très clairement. Sont concernés par ce mythe du colorage, coloration et découverte du Port-Bois, les villes moyennes, quoi, je dirais presque la décapole alsacienne, Auvernais, Colmar, Kaisersberg, etc. Enfin, je vous les ai cités tout à l'heure en dessous des images. Ici, si on en revient à la réalité de l'architecture vernaculaire, c'est un terme qui à l'époque n'était pas connu, il fallait préciser, je pense qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est repris beaucoup dans les expositions et autres vernaculaires. C'est tout simplement ce qui vous préoccupe vous aussi à Amsterdam, c'est l'architecture régionale ou locale, si on met la focale encore plus loin. Donc on a une diversité, donc je vais quand même l'exposer un tout petit peu, rappeler un peu les éléments de ce patrimoine. Donc la suivante, s'il vous plaît. Alors on a l'habitude de parler, vous disiez, Président, que la géographie ou l'histoire avait partie liée à la géographie, mais la géographie aussi partie liée avec les humains et donc l'habitat. Donc d'une certaine façon, je suis pas très content de ce passage-là, mais je pense qu'il faut quand même que je vous brosse, la manière dont vous voulez présenter le patrimoine rural. Donc vous avez ce que j'appelle dans le jargon d'architecte la typomorpho, les morphotypes en fait, ça veut dire simplement qu'une maison d'habitation, elle a un certain volume, un certain gabarit, elle est structurée en interne par ce qu'on peut appeler des travées. Ici, on le voit bien, la maison du Sudgo, c'est une maison bloc au sens où les dépendances et les annexes sont sous un même toit, même si ce toit-là, il évolue en fonction des besoins, mais c'est aussi l'histoire de l'évolution du bâti rural, c'est effectivement l'adaptation du bâtiment. C'est pour ça que je pense que la notion de patrimoine au sens institutionnel ou inventaire du terme, des ABF notamment pour ne pas les nommer, est toujours un peu préoccupante parce que quand on parle d'un bâti qu'il faut préserver en l'état, de quel état parle-t-on, quoi? Est-ce qu'on parle de celui du 17e, du 18e, de savoir du bâti? Et donc c'est quelque chose d'assez sensible. Je l'évoque. Alors, là où je dis je ne suis pas satisfait de votre présentation, parce que c'est la présentation classique que tous les ouvrages sur le patrimoine alsacien fait, c'est qu'il faudrait prendre de la hauteur au sens strict du terme et voir comment le bâtiment est consubstantiel de son implantation sur le terrain. Parce qu'il y a toujours un bout de terrain, et on le verra par la suite dans mon propos, qui va impacter les choses. La maison en soi n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe devant, qu'est-ce qui se passe derrière? Et en présentant la seule façade, même si après on peut la monter en perspective ou en 3D, si on ne montre pas jusqu'où va la parcelle, quelle est la surface qui incombe à tous ces typomorphos, on perd un petit peu de la substance. Alors j'essaierai de vous en faire. Bon, après il y a des détails, effectivement, selon la situation géographique. Je rappelle quand même que le patrimoine ancien ou traditionnel, il repose quand même sur une utilisation des ressources locales. C'est pour ça qu'on va parler, si on passe plus loin. Donc ça, c'est comme j'étais dans le Sudgo, voilà, d'autres demeures. Là, on voit un peu mieux déjà, vous voyez, le système d'implantation avec les annexes qui viennent en retour ou en prolongement et en retour du... Voilà, ça va trop vite. Voilà. Et puis on a déjà une idée, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il y a encore du terrain affecté ou pas? Ou est-ce que la cour et les annexes font l'ensemble? Ça c'est à voir. Donc la suivante, donc la maison du vignoble, donc, qui est une maison bloc également, d'une certaine façon plus urbaine. Là il y a une étude, la suivante également, je vais vous montrer le plan. C'est un extrait de l'ouvrage Le vigneron et l'architecte, l'habitat à Geserschwir de notre Marc Grosvold, donc l'ancien directeur de l'écomusée, qui
qui est un puits de science sur les questions d'habitat traditionnel. Donc voilà alors je vais passer plus vite, je ne vais pas le décrire parce que sinon on n'aura pas le temps, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Là, l'autre patrimoine, c'est la maison du Ride, donc on a un gabarit beaucoup plus petit, c'est une maison qui développe 80 mètres carrés au sol, ce qui la rend assez difficile aujourd'hui de réutilisation, donc ça fait aussi partie des préoccupations, comment on transforme un bâtiment selon qu'elle est dans le sud de l'eau avec des volumes et des surfaces d'habitation assez imposantes, et puis un petit gabarit comme ça où 80, il n'y a même pas 80 mètres carrés au sol en interne, hein, et puis une toiture quand même relativement basse où la hauteur de 1,80 m qui est la hauteur standard pour d'habitabilité, elle est réduite à 3 mètres, même pas quoi, à l'intérieur, donc voilà, si on peut continuer, donc un alignement de ces maisons, et puis là il y a une petite différence, il y a des maisons, ce qu'on appelle les knistock, là, je pense que certains connaissent le terme, c'est pour pallier justement la faible hauteur en toiture et augmenter quand même le volume. Alors à l'époque les volumes sous la toiture étaient des volumes de fonction agricole, hein, très clairement, mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un avantage certain au knistock si la maison doit être vendue et habitable. Pourquoi? Parce que les hauteurs sous plafond sont plus importantes, donc on gagne un peu de la surface par rapport au modèle standard, maison du pêcheur comme on dit, ou maison du riz. On a la suivante, ça c'est des exemples à Fegersheim. Oui, alors celle qu'on connaît le plus, qui fait un peu référence là aussi, je dirais, dans l'approche du patrimoine mythique alsacien, c'est plutôt la maison du Kochersberg. Alors je dois vous avouer que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, même cet extrait d'un ouvrage que j'ai pu réaliser du temps de Larry, il y a une collection connue assez importante, pour ne pas intervenir n'importe comment, l'EDF avait demandé à ce qu'un architecte qui est devenu ami, de faire une collection sur le patrimoine régional en France. Et donc y compris, pas au sens région institutionnelle, mais aux régions terroir, quoi. Donc il y avait le Quercy, il y a les Landes, etc. Enfin, et cette plaquette-là était destinée à ces agents, pour que ces agents ne fassent pas n'importe quoi alors, ces agents, c'était l'électricité, mais pour faire passer l'électricité dans la maison, il fallait quand même commencer un peu à démonter, à taper dans les murs, etc. Et pour les rendre sensibles, il y a eu cette plaquette qui a été faite. J'ai eu l'honneur de la diriger, on était à plusieurs à la faire, et j'en ai sorti quelques. Et je vois aujourd'hui que, même, vous voyez là, très souvent, donc la maison du Kochersberg, c'est tout ça, mais ce qui manque, c'est le terrain qui est systématiquement lié à l'arrière. C'est-à-dire que la grange, elle fermait la cour, hein, cour créée par la maison d'habitation et les annexes, les dépendances. Et derrière, on avait accès à du terrain, et ça c'est important aussi, parce qu'en matière d'aménagement du territoire, on va voir que sur la question de la ZAN, c'est quelque chose qui est impactant. Donc voilà, très vite, la question, toujours le même système, hein, la maison d'habitation à gauche ou à droite, en face les annexes, qui permettaient de tout ranger, ou les bêtes, ou les écuries, etc. La grange au fond, qui donnait accès, enfin qui paraît, qui donnait voilà, ça c'est pour l'autre type donc, du Kochersberg. Je me reviens à la maison de l'Outre-Forêt que je vous ai montré avant, qui n'a pas changé. Vous voyez, la couleur n'est pas arrivée jusque-là, donc ça veut dire que là, il y a quand même une espèce de pérennité, parce qu'on aurait très bien pu penser, et j'attends ce moment fatidique d'une mise en couleur de ces maisons-là. Là, ça serait l'horreur, parce que vous comprenez bien que l'unité, là, elle est liée à la fois à l'alignement sur rue de chacune des maisons d'habitation et de ses annexes, mais elle est aussi liée à cette uniformité de coloration, quoi, du blanc en l'occurrence. Alors pourquoi, ça il y a beaucoup d'écrits, il ne m'appartient pas aujourd'hui de revenir là-dessus, de développer, mais ça c'est voilà, c'est important de le souligner. Alors, quelque chose à signaler ça également, puisqu'on va y revenir après, la caractéristique de ces maisons-là, c'est qu'elles sont toutes à auvent,
Et l'auvent a pour justification de protéger les poutres apparentes. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la découverte du pan de bois. L'ennui, c'est que cette découverte du pan de bois ne s'est pas accompagnée de ces attributs-là qui sont essentiels. Ces maisons-là ont été d'origine voulues comme avec un pan de bois apparent, avec sa structure apparente. Donc elle n'a pas, contrairement au milieu urbain où la maison à pan de bois a relevé ses jupes pour montrer ses dessous, pour son pan de bois, si je peux me permettre cette métaphore. Là, les dessous, enfin, c'est pas les dessous, c'est la structure qui est montrée telle qu'elle est. Et puis, comme on sait que le bois peut souffrir du vent, de la chaleur, du gel, etc., tout, ben, les auvents ont un vrai rôle structurel à jouer, quoi. Et ça, c'est important. Alors il y a une autre vue, donc là, voilà, c'est ça, donc question là, des auvents, mais j'en ai parlé, donc la suivante. Il y a également plus dans le nord de l'Alsace, certains connaissent bien, c'est la maison d'Alsace Bossu. Alors là, on a un petit écorché de l'occupation sous un même toit et un toit qui avance sur la partie dépendance, mais qui est ouverte. Vous voyez bien que les dépendances sont beaucoup plus importantes que la maison d'habitation elle-même, mais elle est sur 2 niveaux quand même. Donc ça fait quand même un volume qui permet l'occupation intergénérationnelle. C'est un aspect que je n'ai pas évoqué non plus dans les maisons du Kocheberg, les maisons les plus massives. On est sur de l'intergénérationnel, là où sur la maison du Ride, encore que, si vous vous souvenez, dans le carré mulhousien, vous savez, cette fameuse construction, enfin ce logement, cet habitat à Mulhouse de philanthropique, quoi, de l'industriel qui avait à s'occuper de l'habitation de ses ouvriers, dans 45 mètres carrés, qui était le noyau, le carré, ce qu'on appelle mulhousien, il était divisé encore pour 4 familles, quoi, donc ouais, sur 2 niveaux, mais en croix. Donc on peut estimer que même dans la maison du Ride ou du pêcheur, il peut y avoir de l'intergénérationnel, mais ça c'est des choses encore à développer dans un propos différent. Donc la suite. Ouais, pas si vite. Alors voilà, il en existe encore, vous voyez, des types en déshérence, mais ils sont dans l'origine, quoi. Donc c'est vrai que quelqu'un qui aurait les moyens et la volonté de réhabiliter ces structures, retrouve le morphotype de base. Hein. Par contre, ce qui n'est pas le cas pour la suite, vous voyez qu'aujourd'hui, malheureusement, les avancées se ferment, deviennent attributs au logement, deviennent une extension du logement, et puis on peut constater une certaine forme de gentrification, je l'appelle comme ça, de l'habitat rural en Alsace Bossu, et ce malgré le rôle, par exemple, du parc naturel régional des Vosges du Nord, qui a un service d'aide au conseil aux particuliers. Les choses se font un peu de manière désorganisée, quoi. Le problème est un peu là, et on ne peut pas aller à l'encontre d'une volonté d'un maître d'ouvrage, d'un propriétaire, d'étendre son logement, mais encore faut-il que ça soit fait dans des règles de l'art, et celles-là, elles ne sont pas forcément énoncées partout, et puis on verra par la suite que ce n'est pas les propriétaires qui vont les chercher si on ne va pas au-devant de la suite. Alors, vous avez bien compris que j'ai dit que je faisais comment et pourquoi l'ASMA intervient. Vous avez vu qu'à travers ces quelques exemples, il faut connaître en fait le bâti ancien, traditionnel, dans ses composantes, dans ses caractéristiques techniques et autres, pour pouvoir agir et bien agir. Donc le volet pédagogique est important, donc je vais revenir quand même très rapidement sur la connaissance de l'architecture virtuelle, la compréhension du bâti ancien, à travers notamment, là on peut le faire vite, hein, je pense que vous êtes tous familiarisés avec ça, sauf à ce que vous me demandiez on peut toujours revenir par la suite par les questions. C'est les formes et les fonctions du pan de bois. En fait, c'est une évolution là aussi historique qui fait qu'un cadre, s'il n'est pas contreventé, il va plier, il va se déformer,
avec des poteaux verticaux, bah, il va déjà supporter les charges. Et puis, contre les poussées du vent ou des effets autres, eh ben, le contreventement, ces fiches-là qui sont là, permettent une rigidification. Et donc, le cadre, à ce moment-là, il joue son rôle. Et le remplissage, vous comprenez bien que dans cette approche-là, le remplissage ne joue aucun rôle. C'est vraiment les pièces, c'est vraiment l'ossature bois, pan de bois, qui joue son rôle structurel. Le torchis, par la suite, on verra, c'est plutôt la question du confort thermique des maisons. Et donc, effectivement, autant on dit maison à pan de bois, on retient le terme bois, autant ce qui importe, c'est de dire que c'est peut-être une maison en terre aussi, puisque la surface, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Claude, je ne sais pas si toi, en tant qu'archi, tu l'as aussi fait. J'ai pas fait le ratio entre bois et remplissage torchis. Je pense qu'on ne doit pas être d'un tiers, 2 tiers, quoi, je pense, en gros. Et donc, ça veut dire que les 2 tiers étant plutôt liés à l'argile et au bois, encore qu'il y a les palançons qui sont les supports d'accroche. C'est vrai qu'on doit être à du 50-50. Donc, la maison, improprement, c'est pas une maison en bois, c'est une maison en terre et en bois, quoi. Et avec tous les avantages de confort thermique et d'inertie que j'évoquerai par la suite. Voilà la suivante. Alors, techniquement, on peut dater ces constructions, alors c'est vraiment à la louche, hein, si vous voulez, c'est les techniques traditionnelles archaïques, parce qu'on utilisait effectivement le bois là où il se trouvait dans la forêt, que la ressource à ce moment-là, le développement industriel de la région n'était pas encore développé, on avait sans doute de l'industrie archaïque aussi, donc des mines, des choses comme ça, mais il n'y avait pas une concurrence effrénée sur la ressource bois telle qu'elle s'est développée dans les siècles qui ont suivi. Donc, et puis on peut dater, c'est ce qu'on appelle la technique des bois longs, c'est-à-dire que c'est une forme de continuation de l'approche archaïque où les bois faisaient la hauteur de la façade. Il y a plutôt, enfin, c'est plutôt dans le Sulgo qu'on trouve la majorité encore de ces bâtiments qu'on pourrait qualifier d'historiques, parce que effectivement, c'est les plus anciennes. Tout ce qui est 1500 et quelques, c'est vraiment la période 1400 et quelques, on n'en trouve pas, enfin, par ma connaissance. 1500, on en trouve encore beaucoup plus dans le Sulgo que dans le Bas-Rhin. La technique des bois longs, moi j'en ai identifié une à l'époque parce que c'est extrait de mon ouvrage. Ici c'est Quai des Pêcheurs, c'est l'ancienne boucherie, ou l'actuelle boulangerie. Là vous avez effectivement les poteaux de façade, mais insérés quand même dans la maçonnerie. Les murs mitoyens là sont en mur, donc c'est pas tout à fait ça, mais néanmoins la façade là. Devait être une façade archaïque qui a été renforcée par une élévation d'un mur de maçonnerie qui va l'insérer complètement. Donc aujourd'hui c'est presque un petit écrin, je crois que pour l'instant c'est la seule que je connaisse. Alors je pense que si on rentre dans les cours intérieurs, on doit en trouver plein, mais pour l'instant celle qui est là visible partout, si vous passez devant, vous la vérifierez, il n'y a pas d'interruption, on est vraiment sur cette technique-là dite des poteaux. Et après, la diversité des formes que vous connaissez, que je vous ai montré à Colmar, dans toutes les villes moyennes, eh ben, elle est liée aux possibilités qu'a laissé la technique dite des bois courts de constituer autant de boîtes empilées. Donc il y a certaines qui vont effectivement sur 3 ou 4, 5 niveaux. À la suite, alors, les formes et les fonctions de pan de bois, on a aussi une variante anthropomorphique, hein, le demi-naine, le naine, c'est le fameux, encore une fois, le demi-naine. Alors, on a aussi la femme et l'enfant. Bon, il faut que dans la tradition, il faut aussi qu'on puisse nommer les choses, et c'est peut-être sans doute un jargon, une approche technique des artisans qui étaient à l'œuvre. Ça aussi, je n'ai pas le temps de le développer, sinon il faudrait 3 conférences pour le faire, mais on peut aussi identifier des effets de zone liés à des interventions d'artisans qui avaient été appelés par le seigneur, parce qu'on est dans un système encore un peu au sortir du féodal quand ces maisons-là se construisent.
Vous vous souvenez que, je ne sais pas si j'en parle plus loin, mais la guerre de, si j'en ai parlé avant, mais la guerre de 30 ans ou la guerre des paysans a été l'occasion de ravages assez importants, quoi. Alors c'est pas les ravages de la guerre elle-même, mais c'est les bandes de pillards ou des armées qui n'avaient plus de sol, qui se prélevaient, enfin qui se payaient sur la bête, quoi, si vous voulez. C'est toujours les paysans qui morfaient. Et quand on ne voulait pas payer, sans doute, il y avait des ventes d'État, et donc et sur la guerre de 30 ans, on a rasé énormément, quoi. Il n'y a pratiquement plus de maisons antérieures à cette période. Ça veut dire que on peut quand même marquer, ce marqueur de la guerre des 30 ans est quand même assez fondamental dans l'approche d'une datation du patrimoine. Mais ça veut dire que pour celle qui nous arrive encore aujourd'hui, ça fait quand même 300 ans de permanence, quoi, de ce bâti. Donc on voit bien que s'il est bien entretenu, donc j'y reviendrai tout à l'heure, c'est quand même la durabilité, quoi, de notre système de construction de la maison traditionnelle. Donc là, des mots, alors je pense qu'on va passer rapidement, c'est juste pour vous montrer les systèmes d'assemblage connus. La sophistique, elle est liée aussi à l'intervention, à l'identité de la personnalité des artisans qui vont travailler. Et les artisans viennent avec leur technicité, leur savoir-faire. Même si on revient très rapidement avant, ces choses-là peuvent se sophistiquer dans la forme, les queues d'aronde, les tenons mortaises, traversant ou pas comme dans le Sulgo, etc. Tout ça, c'est des techniques qui évoluent aussi avec les artisans présents sur le terrain, sur le terroir. Et il peut y avoir des effets effectivement de zone, de sous-zone liés à ces interventions-là. Donc ça, je pense que ça, c'est un travail d'ailleurs que j'aimerais faire à l'occasion. C'est notamment nos sociétés savantes qui sont dispersées un peu partout en Alsace. Il y a énormément de données qui ne remontent pas forcément plus globalement à la région, parce que c'est à Ravenfeld, à Kaisersberg ou à Eberschwir, des études très pointues de cas qui permettent effectivement d'évoquer ces questions-là, de préciser les aspects structurels, quoi, de nos maisons, et de trouver des effets, enfin comment dirais-je, à travers ces remontées, on peut avoir des données historiques sur qui a fait ces maisons, quel a été le commanditaire et comment. C'est une question, j'ai oublié tout à l'heure, quand je vous ai montré l'alignement des maisons à Geisbolsheim, c'était les fameuses maisons proches de ceux de l'Alsace d'Outre-Forêt. Et ben, pourquoi ce rythme-là des maisons qui sont relativement toutes identiques en structure et en implantation sur la parcelle? Je pense qu'on peut valablement se poser la question de est-ce qu'il n'existait pas une forme de lotissement déjà à l'époque de nos villes, notamment quand on sait que si la guerre de 30 ans a engendré une démolition totale du patrimoine, il a bien fallu reconstituer ça. On sait que les seigneurs ou les seigneurs allaient appeler à repeupler donc, des peuples allemands ou suisses qui, il fallait leur offrir sans doute du terrain à construire, à bâtir, et je pense qu'il peut y avoir là un travail historique à faire sur quelles étaient les formes organisées d'un repeuplement de l'Alsace qui se traduit et qui se voit dans les types de construction. Donc ça, c'est aussi la chose. Alors là, pareil, on ne revient pas sur la symbolique, notamment des allèges de fenêtres. Elles sont très variées, très fortes. Donc après, c'est une question aussi de se montrer savant en pouvant toutes les nommer. Et puis, on voit que ça va... parfois, l'allège est complètement remplie par du bois sculpté ou formé. Il est clair que là, on est sur de l'élémentaire, et là, on est sur une affirmation du rang social, quoi, de son propriétaire. Donc, la suite, là, un exemple à Monenheim où on le vit mieux. Donc, curieusement, cette maison-là est une maison qui a été rachetée par un Allemand. Et vous voyez, quand je vous parlais d'ailleurs de la référence allemande dans la coloration, c'est quand même assez rare de voir une coloration rouge ou rougeâtre du pan de bois, alors qu'en Allemagne, ça se fait couramment, et donc il est revenu avec... donc on voit bien là aussi qu'il y a des fois des effets de porosité, quoi, si je puis dire, ou
Alors, les remplissages, je vous ai dit qu'à la limite, ils ne jouaient pas aucun rôle structurel. Par contre, effectivement, vous voyez qu'il faut une structure d'accroche, les palançons. Donc là, il y a tout un système assez savant, soit vertical, soit en tissé, tressé, etc. Enfin, il y a beaucoup d'ingéniosité. Parfois, les palançons sont des baguettes d'osier, etc., durcies. Parfois, elles prennent, comme ici, ça ne se voit pas trop, mais elles prennent quasiment toute la place. Et donc, il faut accrocher le crépi. Par contre, la suivante, il se laisse. Je le capte, alors je pense que c'est bon signe, il se laisse. Mais bon, j'ai besoin. Donc là, on voit effectivement la maison où le pan de bois est masqué, et puis ce qui a été fait dans les années 70-80, la découverte du pan de bois, ça me permet juste peut-être d'identifier les éléments, de les nommer. C'était pas ça comme. Mais en fait, à travers cette diapo, ce que je voulais montrer, c'est comment, puisque à l'origine le pan de bois existait puisqu'il est structurel, donc de décider d'accrocher, de le couvrir par le crépi, se pose la question de comment ce crépi est accroché sur la façade. Et donc là, pour la suivante, en fait, il existe cinq types. Alors, l'accroche directe sur le bois non traité ne va pas se faire, quoi. Donc les anciens bûchaient le bois, ça permettait, vous voyez, de développer en fait la surface d'accroche. C'est comme la chair de poule, ça permet de diffuser la vapeur d'eau, enfin le corps, parce que vous augmentez comme ça par ces effets de hachage, la surface d'accroche, au lieu d'être lisse, il faut vraiment voir comme étant un développement de la surface d'accroche. Vous aviez la technique du latage. La plus récente, la dernière, c'est effectivement avant celle du clou et des fils de fer. Vous avez un produit industriel qui s'élève, qui était le treillis céramique. Mais ça, lorsque vous voyez, si vous regardez derrière vous, là, je vais pas vous, là, cette maison-là, typiquement, elle a été recouverte. J'ai pas besoin de Hansi pour le voir. Vous voyez les deux maisons-là, le hachage est présent, donc ça veut dire que les maisons étaient recouvertes d'un crépi. Alors pour X raisons, moi je crois là aussi historiquement, on dit que c'est la réglementation de sécurité incendie qui a fait que les maisons étaient, les propriétaires étaient dans l'obligation de. Il y en a eu l'autre, je pense que c'est les deux simultanément. Ceux qui avaient les moyens et la richesse pouvaient construire en dur, en massif. C'était le réflexe encore aujourd'hui qui est là. Et donc, ces deux phénomènes-là, la réglementation, parce que Strasbourg était régulièrement incendié, tous les 50 ans, il y avait un incendie, et dans le village, c'était pareil. Sans parler qu'à l'époque, en plus, le feu se propageait parce que l'eau, y compris, alors moins lointainement, les toitures étaient recouvertes de chaume, parce que la ressource, la tuile n'était pas évidente, même si c'est les Romains qui vont apporter, alors archaïquement non, c'est les Romains qui ont apporté la tuile, mais elle ne se développait pas pour autant. Par contre, alors j'y reviens par la suite, c'est vrai que j'anticipe un tout petit peu, mais ça, vous voyez que là même, ici, vous avez, c'est pas un hachage, mais la neige sculptée, les poteaux sculptés ont été arasés, d'une certaine façon. Et donc ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, on ne le lit plus comme là-bas, enfin, si un peu, mais c'est relativement aplani pour permettre l'accrochage du crépi. Donc voilà ça. Alors après, même au sein de l'ASMA, nous avons parfois des difficultés à identifier une maison à pan de bois qui a été masquée par le crépi. Alors là, à plus forte raison lorsque c'est une structure mixte. Alors, comme ici à Célestat, je pense que là, on a des encadrements en grès, ça on les identifie parfaitement, mais si on ne regarde pas attentivement, on ne voit pas les coupes à onglets ici, des poutres d'angle, enfin de fenêtres, qui identifient que cette partie dernière de l'étage est un étage en pan de bois, très sûrement, quoi. Et là, celle-là encore plus, puisque là, vu l'état de fatigue du bois, on voit quand même qu'il a travaillé, donc là ça se lit un peu plus, mais vous voyez rapidement, pour peu que le crépi soit entretenu et blanchi et coloré correctement, on ne l'identifie pas. La suivante.
Alors, une autre façon, bien sûr, de l'identifier s'il le faut et si on le cherche, parce que tout le monde ne se préoccupe pas de ça savoir, mais aujourd'hui, avec les diagnostics thermiques, c'est important à connaître, parce qu'on va vous poser la question, mais comment est faite votre maison? Et puis même le diagnostiqueur ne le sait pas. Donc une des manières de faire, c'est effectivement la caméra thermique, en hiver, entre le chaud-froid à l'intérieur et l'extérieur, vous permet d'identifier le colombage. Et là, vous voyez qu'on est sur du bois long. Donc c'est une maison qui, historiquement, est très ancienne, c'est du 16e, ça c'est presque sûr. Alors par contre, ça ne vous donne pas la datation précise. Pour arriver à une datation précise, je ne sais pas si la suivante... voilà, pour arriver à une datation précise, il faut la dendrochronologie. Donc il faut prélever un taraudé dans le bois et l'envoyer à un laboratoire. Il en existe plusieurs en Suisse, en Allemagne, en France pas forcément, mais on a la chance d'avoir nos voisins là qui sont bien équipés. Alors pour vous dire que même l'ASMA se fait avoir, c'est une maison à Buchwiller on a découvert qu'elle était en pan de bois au moment de sa démolition. Donc là, l'ASMA est juste... Quand on a vu ça, le propriétaire est en train de faire tomber le remplissage avant de... Heureusement, il n'y a pas été à la pelleteuse, comme dans certains cas. Et quand un de nos membres qui habite dans le coin a vu ça, il s'est rapproché du propriétaire, a commencé à discuter, et là, il y a eu, en l'espace d'une semaine, une intervention de l'ASMA sous forme de don pour collecter un fonds et permettre la démolition, la déconstruction à ce moment-là d'une démolition qui allait être brutale, quoi, la suite. On a découvert que la maison, vu ces longs bois, vous voyez le poteau là, qui file, donc c'est effectivement une maison du 16e, de 1500 et quelques. Et celle-là, elle est remontée aujourd'hui à l'espace, à l'écomusée de la Reichstätt, s'appelle l'espace rénan de la maison à colombage, la maison traditionnelle, maison alsacienne, pardon. Hein, donc elle n'est pas encore, elle n'a pas été inaugurée, mais on l'a conventionnée avec son directeur, et grâce au don spontané et relativement rapide, là où c'était quelque chose qui a été bouclé, puisque même les membres du comité et les adhérents, certains adhérents, ont donné un coup de main au démontage. Donc voilà, c'est sur la question de la DSP. Alors, vous voyez, par exemple, là, vous avez deux autres maisons dont le crépi masque la structure à pan de bois de la maison. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui proposent de systématiquement valoriser la maison, parce qu'aujourd'hui, l'effet de mode, justement, de la découverte du pan de bois participe aussi de la valorisation du bâti traditionnel. Hein, si on en reste à ça, même avec une nouvelle coloration, ça manque un peu de, comment dirais-je, d'attractivité, quoi. C'est vrai, même pour le propriétaire. Donc il a tendance à découvrir le pan de bois pour valoriser sa maison. Sauf que si elle n'est pas accompagnée après par les auvents qui vont mettre les sablières hautes en protection, eh ben, on risque d'avoir des problèmes d'entretien du pan de bois et des dégradations du pan de bois immanquablement. Donc vous voyez que c'est des choses assez difficiles à percevoir. Le propriétaire pense bien faire et spontanément il s'inscrit dans cette logique et cette mode de découvrir le pan de bois, mais techniquement il n'a pas le réflexe de se dire mais est-ce que je peux le faire, comment je dois le faire, et c'est là aussi que quand l'ASMA peut. Et puis derrière, autre effet de mode, vous avez tous connu ça, moi ce que j'appelle le crépi pudding ou eudémisé de la maison alsacienne, là à outrance, parce que pareil, le crépi traditionnel, il est à fleurs. Il est dans le même, c'est-à-dire entre le pan de bois, quand il était apparent et conçu comme apparent, vous pouvez passer la main entre la surface du bois et puis à part la rugosité du crépi, vous n'allez pas percevoir de différence superficielle, enfin de surface, quoi. Il est à nu. Ici, on commence à une surépaisseur du crépi. Pourquoi? Parce que, et malheureusement, la plupart du temps, là, c'est un crépi issu d'une opération de ravalement qui a eu lieu dans les années 80. Et malheureusement,
aujourd'hui, on subit, on voit les contre-coups. D'ailleurs, là, la preuve, alors, la photo est un peu impropre à la description que je vous fais, et tout le remplissage qu'on appelle miroir par ailleurs, je ne sais pas d'où vient le terme, si c'est une traduction littérale de l'allemand ou de l'alsacien, ça c'est des choses aussi que je me... s'il y a des gens qui ont des données, parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est un miroir, je ne sais pas d'où vient le terme encore, même poser la question à l'interne, et là le miroir est en train de se détacher, en tout cas la partie qui a été remise, et là très souvent, ici aussi, le torchis a été maintenu, mais on est venu en surépaisseur, parce que ça fait quand même mieux, on va pas mettre juste vous voyez, de 2 cm, tant qu'à faire, allons-y, ça c'est aussi le comportement un peu alsacien, quoi, ou en tout cas humain, on va dire. J'en rajoute, et donc je finis en saillie. Et le problème, c'est les infiltrations d'eau. Toute saillie qui n'est pas... si elle, alors, vous voyez là, il l'a arrondi, ok, c'est ce qu'il faut faire, mais ici, si l'eau ruisselle, elle ramène toute la pluie sur la toute raison. Donc j'ai tout faux. Et donc aujourd'hui, on voit, ici, c'est déjà en cours, hein, vous voyez que toute l'eau qui a stagné, petit à petit, alors ça met du temps, parfois ça va très vite parce que c'est tellement mal fait que l'accroche n'a pas été soignée et autres, ça tombe, et vous avez aujourd'hui des propriétaires qui ont fait un travail de restauration de leur maison dont ils sont très fiers, et nous aussi, mais qui ont déjà, 15 ans après, des problématiques d'entretien et de réintervenir. Et ça les obsède et ça les offusque. Et comme ces personnes-là vieillissent, elles ne sont pas toujours la dynamique encore voulue pour le faire eux-mêmes ou pour faire intervenir les entreprises. Et là, on est... voilà. Et alors, quand je dis, même à Strasbourg, ville super touristique, c'est la rue Mercière, à l'angle de la rue Mercière. Regardez dans quel état se trouve le colombage. Moi, j'ai vu M. Messer, qui est le président des Amis du Vieux Strasbourg. On a discuté très récemment encore. Je revenais de Wissembourg, où ça m'avait frappé aussi. Je dis, mais à Strasbourg, c'est le cas aussi. Si on lève le nez aujourd'hui, alors là, ça va encore, mais il y a des secteurs entiers où, depuis le ravalement, alors vous avez obligation tous les 10 ans, en principe, de ravaler vos immeubles, hein, quand même. Il y a un règlement à Strasbourg, en tout cas, qui, je ne sais pas si ça vaut aussi à l'État, et nous, parce que, justement, la visibilité de vos maisons fait partie du bien commun, vous avez obligation de les soigner, quoi. Donc, régulièrement, à période, de repeindre ou de ravaler votre maison. Là, ça, c'est des choses qui... Le propriétaire n'a plus rien fait depuis qu'il y est, quoi. Et je peux vous dire, vu le trafic, enfin commercial et autres, il doit avoir les moyens, quoi. Donc je ne peux même pas comprendre comment le propriétaire, à moins que celui qui est propriétaire des murs et celui qui est le commerçant n'a rien à voir, ça se peut, hein, on peut le voir, mais le commerçant doit quand même pouvoir mettre la pression sur son propriétaire pour dire, attendez, là c'est la façade qui est la plus photographiée, parce qu'elle a la cathédrale en fond de perspective, et vous voyez dans quel état, et les pompiers ont dû intervenir en juillet dernier, parce que, vous voyez là déjà, alors, regardez le rafistolage, et c'est toujours encore là comme ça aujourd'hui, ça fait 6 mois que ça dure, les planches de rives là sont tombées, le crépi de rive aussi, etc. Et donc il y a eu des impacts, alors on a commencé, donc les pompiers ont vérifié l'état général, et puis vous voyez que le pan de bois, là malheureusement, que vous découvrez, une fois qu'il est découvert, s'il n'est pas protégé, très vite il se dégrade, surtout quand c'est du sapin. Alors, je n'ai pas parlé des essences tout à l'heure, l'outre-forêt, on est sur du chêne. C'est vrai que l'utilisation du chêne comme bois structurel n'est pas la même, c'est pas neutre, quoi. Le chêne a une fibre beaucoup plus serrée et beaucoup plus dense. Le sapin, lui, effectivement, s'il n'est pas protégé, il s'ouvre très vite aux intempéries. Et donc, non seulement le badigeon de protection du sapin n'est plus fait, si vous avez du pan de bois, il faut revenir avec un badigeon tous les 4-5 ans, quoi, régulièrement. Et ça n'empêchera pas, néanmoins, selon la nature du bois, de s'ouvrir un petit peu, quoi. Donc, et puis, donc voilà, c'est la suivante. Et là, je vais juste vous donner un exemple. Là, je l'avais utilisé pour vous indiquer le type de la maison du RID. Cette maison-là, j'ai été appelé par la propriétaire. Elle est protégée au PLU de Kirchgartenstaden. Et comme avant d'y aller, je demande toujours des photos, quoi, pour savoir où je viens.
La propriétaire n'en avait pas, donc je suis allé sur Google Maps, Google Street, j'ai pris les quartiers, et donc j'ai ça. Puis je me suis dit, ben voilà, très bien, enfin, sauf que quand vous vous approchez, il y a ça, enfin tout ça c'est la dégradation généralisée de tout le pan de bois, notamment du pignon visible et de l'autre. Donc vous voyez là aussi, il y a l'effet photo qui dessert, voire même quand vous êtes à 20 mètres, quoi, même moi qui ai pris la photo, là celle-là je l'ai prise par la suite, en y allant, même là vous n'identifiez pas les pathologies. Et ça veut dire que le propriétaire lui-même aussi, il n'a pas le nez tous les jours sur sa poutre, ou s'il le fait, il dit oui, bon, ça va, et donc il a rafistolé un petit peu, avec bien sûr la mousse polyuréthane, un peu partout, vous voyez, mais ça n'est pas la solution, quoi, ça va pas. Donc vous voyez que le pan de bois non protégé, il se dégrade. Ça c'est inévitable, vous pouvez vous cacher, et c'est pas avec la politique de l'autruche, je n'ai pas vu, pas su, donc voilà, ça tient quoi. Et la maison, elle tient, là, c'est quasiment presque un arrêté de péril qu'il faut prendre. Alors c'est sûr que la maison ne va pas s'écrouler sur le domaine public, donc le maire là ne peut... Mais le maire, lui, a en tête que c'est une maison traditionnelle, protégée au PLU, et donc la propriétaire qui voulait intervenir, il a demandé à ce que la SMAT donne son point de vue. Et moi, j'ai conseillé là, la seule solution, c'est une reconstruction à l'identique. Alors la dame voulait faire une démolition et une construction neuve. Là, en l'occurrence, par rapport au droit à la construction, l'urbanisme, si elle démolit, et c'est l'argument qui a prévalu pour éventuellement sa sauvegarde, si elle doit reconstruire, il faut qu'elle se... Là, on est sur un choup, elle est à 50 cm ou à 60 cm de la limite parcellaire, et donc si elle reconstruit, que c'est une construction neuve, il faut qu'elle se mette à 3 mètres. Et à 3 mètres, là, on est déjà sur la limite parcellaire du voisin, elle va perdre le bénéfice de l'utilisation du garage. Et donc, là, pour le coup, la restauration ne peut s'envisager que par une démolition, reconstruction à l'identique, bien sûr avec soit des toutes raisons récupérées, soit du neuf, et là je pense que n'importe quel architecte qui pourrait le faire. Alors elle est en instance là de trouver, de chercher les aides, et sa décision est prise. Et puis je vous fais de l'intérieur. C'est la seule maison que j'ai vue de l'intérieur où le spectre, je parlais, vous savez, de la datation tout à l'heure par caméra thermique, là ce n'est pas la caméra, mais il y a tellement d'humidité et tellement de contraste que la poutraison a fini par s'imprégner sur le plâtre intérieur, et donc j'ai le spectre, et si la maison avait été recouverte de crépi, j'aurais pu lire quand même sa structure à pan de bois à travers ça, ce qui est une chose qui quoi. Donc c'est quelque chose qui était vraiment... on est proche de l'inhabitabilité de la maison. Alors sur les couvertures, là aussi, ça c'est juste... Alors, il y a le simple recouvrement ici avec, et ça a son importance aussi, simple recouvrement, c'est quand les tuiles s'alignent l'une derrière l'autre, ça, là on a la visite de recouvrement, c'est ça, vous voyez derrière vous, et donc le simple recouvrement, l'ennui, c'est qu'il faut des marteaux de bois pour faire écouler la pluie qui vient, ça pose pas de problème, ça ne s'infiltre pas, sauf que cette toiture est dite légère, parce que vous n'avez que la tuile elle-même qui fait son propre poids qui est, et je dirais par des vents importants, violents, à l'époque peut-être que les conditions climatiques n'étaient peut-être pas aussi violentes que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais à plus forte raison aujourd'hui, ici vous pouvez avoir un effet de succion du vent qui fait que votre toiture, votre couverture, elle va vraiment vibrer comme une peau, quoi. Enfin, elle peut soulever 10 cm, 1 cm et retomber, mais ce qui va engendrer des déplacements de barres d'eau, et ce qui fait que nos paysans, les habitants, étaient quasiment obligés de passer, vérifier le positionnement des barres d'eau au juste endroit, donc à la surface des jointures de tuiles, de les remettre en place, parce que sinon c'était les infiltrations d'eau, et là c'est quelque chose qui est dramatique, parce que si ça se fait régulièrement, si l'eau rentre, là c'est la source de pathologies importantes, notamment sur le bois de structure qui va commencer à pourrir, à se dégrader si on n'intervient pas rapidement.
Alors c'est sûr que les toitures à simple recouvrement, aujourd'hui, elles sont plus sur les annexes, ce qui fait que nous, à l'ASMA, on voit arriver beaucoup plus de projets ou de demandes d'intervention sur les annexes, parce que, alors la suivante, elle va, je pense, l'expliquer. Donc là, vous avez 3 générations de tuiles, hein, les tuiles géodoniques, enfin les tuiles mécaniques, les tuiles, c'est un double recouvrement là quand même, et puis les tuiles canales qu'il y a eu, là aussi, c'est des effets. Je crois qu'il y a une carte qui existe de toutes les tuileries qui étaient présentes en Alsace. Il n'y avait pas un secteur de la région, de toute l'Alsace, où il n'y a pas à 20 ou 30 km une tuilerie traditionnelle qui se faisait. Aujourd'hui, il n'en existe plus beaucoup, mais les tuiles canales, il y a eu une période aussi de production. La suivante. Alors, les couvertures, elles s'entretiennent, hein, c'est clair. Je disais que votre structure comme l'essentiel, c'est de se protéger de la pluie par le haut, donc l'effet parapluie, puis on verra par la suite, là aussi, des bottes. Donc voilà le système, et quand c'est pas entretenu, notamment sur les dépendances. Alors là, petite anecdote, hein, c'est pas le cas ici, mais très souvent, dans l'asthma, vous en avez peut-être entendu parler, est décrit comme une empêcheur de tourner en rond, puis de se mêler des affaires des autres, etc. Là, vous avez un propriétaire pour forcer la main à l'asthma ou au maire, parce qu'il voulait démolir, eh ben, il ouvre, il ne remplace plus les tuiles qui se sont déplacées, etc. Et voilà. Et au bout de 10 ans, on est mis devant l'évidence que la maison ne tient plus et que les coûts sont trop importants pour la restaurer. Et voilà, c'est une façon aussi de forcer la main aux politiques. Alors je ne sais pas que j'ai déjà dépassé mon temps là, non? Non, moi je terminé, mais moi j'ai le temps, j'avais. Oui, parce que là il faut que on va aller plus vite. Donc vous voyez, quand je disais restitution du pan de bois, c'est la mise en place d'auvent, surtout quelle que soit la taille de la maison. On va aller à un rythme plus. Donc importance aussi des bottes, entre guillemets, c'est l'histoire. Vous avez très souvent des soupiraux, alors là c'est des choses du Piémont, mais quand vous les voyez fermés, ça c'est déjà très mauvais, vous êtes sûr que derrière, là, votre cave, et notamment toute la poutraison de support du plancher au bas, va commencer à pourrir, et là vous avez déjà le litige support du remplissage, du ourdi qui tombe, et puis la poutre se désagrège complètement, et tout ça, ça va par un rouleau assez vite. Tout ça, c'est parce que les gens, par souci, on les abreuve constamment de discours d'économie d'énergie et tout, et ben, ils croient bien faire en fermant comme la ventilation mécanique de nos maisons. Alors là, très, très vite aussi, la question le mur de soubassement, s'il existe, permet à cet endroit-là d'évacuer, d'évaporer la vapeur d'eau qu'il a emmagasinée. Mais si, par exemple, vous avez 3 générations de voirie, de travaux de voirie, vous savez que chez nous, on met une couche sur une autre, on ne décape pas, quoi. Et ben, votre maison qui, à l'époque, présentait un petit soubassement, alors ici, il est particulièrement bas, mais si c'était le cas, imaginez 3, voire même 2 générations de travaux de voirie. Votre solive basse en bois, eh ben, va récupérer toute la remontée de capillarité de vos murs, ce qui, lorsque c'est fait traditionnellement, comme ici, ne pose pas de problème, quoi. Sauf si vous mettez une barrière étanche là ou ici, les remontées capillaires ne peuvent pas s'évacuer par les murs. Très vite, et puis ça. Et plus ça. Alors, que fait l'ASMA dans cette approche de truc? Nous, on intervient bien sûr sur les scolaires, notamment sur les chantiers, pour qu'ils se rendent compte par le travail manuel même de qu'est-ce que c'est que le torchis, qu'est-ce que c'est que l'ossature bois. On a une intervention aussi sur le site visuel, quoi, avec la Thomas Orfelden, une classe de collège, sur tout ce que je vous ai présenté, quoi, qu'est-ce qui constitue, quelles sont les caractéristiques du patrimoine local.
Il y a également pour les propriétaires des conférences et surtout des stages sur le torchis, parce qu'il y a des propriétaires qui aujourd'hui veulent bien mettre la main à la pâte et faire leurs travaux de réhabilitation eux-mêmes. Et puis on a des Stammtisch bimestriels dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin qui sont ouverts aux propriétaires qui viennent avec leurs projets de restauration. Alors on va aller plus vite. Alors voilà, on va continuons. Les causes de dégradation du patrimoine, il n'y a pas que ceux qui sont constitutifs du patrimoine lui-même, et donc d'une perte de savoir-faire. Il y a le contexte de la rénovation énergétique avec premier ennui, tout ce qui est, il y a une circulaire qui est datée de l'Europe, la DPEG, donc la directive sur la performance énergétique des bâtiments, l'acronyme c'est DPE, en 2002, donc ça remonte déjà un petit peu, mais qui impose aux États membres de l'Europe des mesures d'économie d'énergie. Et donc à partir de là, cette directive-là, elle est rentrée dans notre réglementation thermique, qui démarre déjà de 2007 par exemple, et donc qui tous les 5 ans modifie un peu ses niveaux d'exigence et la manière d'y arriver. Mais surtout les ennuis commencent à partir de la loi Grenelle qui rend le DPE, le diagnostic de performance énergétique, obligatoire pour la parution d'une annonce immobilière. Et puis par la suite, la loi climat et résilience qui propose un calendrier progressif de gel des loyers et interdiction de location pour les biens classés F. Alors, il faut savoir que les maisons, le problème, on peut peut-être avancer, oui, ça c'est pas la peine, c'était pour dire que idéalement, enfin à l'origine, les RT, les réglementations thermiques françaises n'impactaient pas directement le bâti traditionnel, qu'on avait, là ça c'est les 4 types de DPE, on va passer. Mais le problème, c'est que avec à la fois cette prégnance du cadre institutionnel de la performance énergétique et des DPE, on arrive à ça. Et là, ça c'est courant, vous voyez que quel que soit, on n'est pas forcément sur le bâti, pas en bois, mais on est sur le bâti traditionnel, on a le dessus. Voilà, défiguration totale. Et alors là, je pense que là c'est vraiment... et ça se développe à grandir. Et nous, à l'ASMA, on est en train de dénoncer, mais on n'est pas les seuls. On a une sénatrice, heureusement, du Haut-Rhin, Sabine Drexler, qui en fait son combat personnel. Elle n'est pas encore tout à fait écoutée par tout le monde, mais de dire que les DPE ne sont pas adaptés, les moteurs de calcul des diagnostics tels qu'ils sont faits par le diagnostiqueur, n'est pas adaptés aux caractéristiques du bâti ancien. C'est pas qu'ils soient faux, mais tout simplement, ils ne connaissent pas les performances. Voilà, on va aller plus vite. Et voilà le résultat. Ça, c'est une maison qui, dans les années 90-95, a fait l'objet d'une isolation par l'extérieur. Et vous voyez, donc on ne le voit pas trop aussi ici, vous voyez, et on est sur un film, le ravalement extérieur a été fait avec du crépi ou en tout cas des ciments-cols qui ne permettent pas à la vapeur d'eau de diffuser. Et donc elle vient à l'encontre du principe de perspirance des maisons traditionnelles, où ça ne pose pas de problème dès lors que l'eau peut s'évacuer, il s'évacue, et puis il l'emmagasine pendant la mauvaise saison et la restitue. Et voilà, regardez l'état des... Alors tout le pignon là est en train de tomber, donc il a dû être contremonté, la rue a dû être fermée, et tout ça parce qu'ils sont encore en procès avec l'entreprise. Enfin, le gros problème, c'est que c'est des solutions types qui avaient été mises en œuvre. Et là, aujourd'hui, pour trouver la vraie responsabilité, c'est pas l'entreprise. L'entreprise, elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire, mais c'est tout simplement une solution. Donc, tout simplement pour parler aussi néanmoins des performances énergétiques et environnementales de votre bâti ancien, il y a une étude de l'Adrial et de la DRAC Alsace conjointe sur l'habitat ancien en Alsace du point de vue de la performance énergétique. On peut, par des mesures très basiques, arriver à presque un niveau BBC, bâtiment à basse consommation, simplement en se préoccupant de la suite, peut-être, je vais le mettre là. Voilà, surtout qu'il faut éviter, c'était déjà dit à l'époque, la date de 2011, mais néanmoins ça continue. Et puis une rénovation BBC dans tous les cas possibles.
avec alors qu'aujourd'hui, comment dirais-je, la loi ne le permet pas, quoi. Elle vous oblige à faire des travaux, elle ne vous permet plus de faire des travaux cas par cas, voire poste par poste. Elle vous oblige à avoir une approche globale, et là c'est terrible parce que les intervenants, même les entreprises avec le label RGE, font n'importe quoi sur voilà, la suite. Alors là, j'ai juste une faute pour terminer ce chapitre, c'est de vous montrer maison à l'origine. On découvre le pan de bois, et puis aujourd'hui on l'isole par l'extérieur. Alors c'est pas une vraie isolation par l'extérieur, parce que ça se verrait un peu sur l'épaisseur, mais c'est quand même un isolant, un ravalement contre elle. Donc celle-là, elle aura des préoccupations. Celle-là, elle va tenir, et celle-là mettra un peu plus de temps à se dégrader, parce que vous voyez que le pan de bois n'est pas protégé, pas complètement. Le débord ici supérieur n'est pas suffisant. Mais c'est un peu la synthèse, c'est les trois temps de ce que je vous ai évoqué très rapidement. Alors, la démolition, le patrimoine, il est aussi lié à la disparition pure physique des maisons alsaciennes. Donc là, on parle de 300 maisons alsaciennes. Alors, je n'ai pas le temps de revenir, mais comment on a calculé ça. J'ai été un peu à l'origine. Je me souviens qu'avant même d'être à l'ASMA, à la région, quand je me suis engagé dans le dossier de la maison alsacienne sur le 21e avec la CEA, enfin, qui n'était pas encore la CEA, mais qui était le Conseil général, j'ai revu un peu ce chiffre à la baisse, et c'est moi qui ai, dans une note que Biru a reprise après pour lancer son dispositif, de 300. Alors comment j'allais procéder, calculer, c'est que vous avez 830 communes, 366 dans le Haut-Rhin, 514 dans le Bas-Rhin, et si on tient compte du fait que là, c'est pas une maison d'habitation, mais elle a tout autant d'importance que si elle avait été, c'est la grange qui donne son long pan sur la rue et qui donc constitue une défiguration de l'alignement. Donc si on considère à la fois les maisons d'habitation et aussi les dépendances, on arrive facilement à une démolition tous les 2-3 ans par commune. Donc vous voyez que c'est un chiffre qui est quand même qui peut paraître quand même de ce point de vue-là, parce que je pense que vous connaissez tous dans vos entourages proches une démolition dans les 3 dernières années, quoi. Et nous, là, on a une bonne cinquantaine de démolitions qui nous sont signalées par an, sans compter celles qui nous échappent, parce que les gens, malgré notre visibilité, ne nous connaissent pas. Moi, je vois quand les gens nous appellent, je suis bien ils cherchent l'ASMA, ils n'arrivent pas à le dire tout de suite, spontanément. Voilà. Donc, la dégradation, alors, les causes de disparition, c'est quoi? C'est les héritages aussi. Jusqu'à présent, ce qui prévalait, c'était que le papa interdisait à ses enfants de vendre la maison familiale, ou du moins les enfants étaient attachés suffisamment sentimentalement à ce bien-là familial pour ne pas le revendre. Aujourd'hui, c'est plus le cas, au moins. Et donc, mais sauf que dans l'entretemps, personne ne l'habitait, puisque c'était le papa ou la maman qui restait, et qui jusqu'à 90 ans, donc je le souhaitais de vivre longtemps. Par contre, vu cet âge, c'est pas elle qui allait l'entretenir, et les enfants n'avaient aucun intérêt à là. Donc on a un vrai souci là d'entretien et de dégradation. Et puis dernier volet, je sais que j'ai déjà dépassé le temps, et j'ai encore 2-3 trucs importants à vous dire, mais la vente aujourd'hui pose problème des maisons anciennes, parce qu'il y a une surévaluation par les propriétaires ou par leurs héritiers de la valeur vénale du bien, quoi. Et très souvent, il faut attendre 3-4 ans d'une agence qui ne trouve pas de preneur, sauf situation favorable, pour se rendre compte que même les 200 000 euros ne les valent pas pour après arriver à la vente à 100 000, quoi. Mais voilà, c'est pas... et puis il y a eu dans les... Voilà, on démolit aussi les annexes parce que derrière, on veut y mettre soit une habitation neuve, confortable pour les enfants, ou pour du locatif, quoi. Donc ça, voilà d'autres causes. Ou alors des propriétaires qui trouvent que leur grange ne sert à plus rien et puis qui décident de faire place nette. Vous savez qu'il y a aussi quand même chez nos ruraux un sentiment là de la modernité, quelque chose qui a depuis toujours pris chez eux, quoi. Moi je me souviens du buffet chez ma grand-mère qui a été remplacé par un nouveau buffet Formica. Enfin, ça a été rapide, je pense que vous avez tous connu, on a
dirais, voilà. L'autre cause, c'est la promotion immobilière. Là, le propriétaire est intéressé notamment sur les corps de fer, ou du moins les parcelles qui perdent la vie. Très souvent, la maison d'habitation, son premier réflexe, c'est de la démolir pour faire place nette et puis pouvoir faire suer le foncier, comme on dit. Quand ça ne va pas, il la maintient, mais ça dépend aussi du courage du maire dans cette négociation d'urbanisme. La suite. Et puis voilà, regardez parfois, donc là c'était ce que vous avez vu tout à l'heure, pour le remplacer par ça, enfin, c'est tout simplement inadmissible, quoi, c'est une perte d'âme, pour après démolir un mur qui fait l'alignement et pour pouvoir le reconstruire avec une couleur et puis des matériaux qui n'ont plus rien à voir. Et ça c'est un chantier totalement détestable parce que vous voyez qu'ici vous avez du moellon, enfin des pierres en moellon qui est en bon état, là la pelleteuse elle passe là-dessus, elle a tout rasé, alors qu'il y aurait pu y avoir de la récupération pour des propriétaires qui auraient pu l'utiliser. Ça aussi c'est quelque chose d'important. Puis vous voyez à quoi on a échappé là, grâce à notre vice-président, sur ce corps de fer. Le propriétaire, voilà ce qu'il voulait faire. Donc heureusement ça ne s'est pas fait. La suite, et on peut continuer à Wolfsheim, voilà. Les démolitions, alors je dois quand même y mettre une couche pour certains maires, je sais qu'il y en a dans la salle peut-être, mais il y a des maires qui avancent masqués et puis qui, sur une opération, là on est en cours de démolition, à Storkelzone, dans le l'ancien vice-président, enfin l'ancien président de la Comcom a voulu la racheter parce qu'il est sensible au patrimoine et le maire de Storkelzone l'a fait démolir en complicité avec le maire, l'a fait démolir rapidement et voilà, on poursuit, on va finir quand même. Alors là, les parkings, ça c'est quelque chose, là aussi, on fait de mode. Les maires dans les communes ont besoin de parking, peut-être justifié, mais voilà, on reconnaît. Cette maison-là, on avait des acquéreurs possibles, on avait juste demandé au maire de distraire un peu de terrain avoisinant, mais sans vraiment, pour laisser quand même le parking à l'arrière se construire. Il a souhaité, il est passé en force, il l'a démoli, et puis basta pour après arriver à un parking qui n'est pas utilisé. Même chose à Saint-Marsaille, on a des choses aberrantes. Vous voyez que là, je vous ai dit que effectivement les photos peuvent être trompeuses, mais là, mon vice-président qui est intervenu, il a confirmé que l'état structurel de cette maison-là était bonne. C'est pas comme la maison du que je vous ai montré. Mais néanmoins, voilà. Et moi j'habite à Marseille et je peux vous dire qu'ils ont mis une école à la place qui est absolument affreuse. J'ai beaucoup critiqué l'ancien maire qui a pris la décision de démolir cette maison parce qu'elle était magnifique et ce qu'ils ont mis à la place, c'est absolument affreux. Parce que moi, en tant qu'ancien directeur du CMU, j'ai aussi contribué à des démolitions de maisons, il faut que je ne batte pas de coupe, mais on était dans une approche qualitative de services, enfin d'équipement de services publics, notamment des écoles, mais où, de par le biais d'un concours, on a pu choisir le projet le plus qualitatif possible, quoi. Et donc, dans certains cas, on a amené effectivement de la modernité en lieu et place d'un élément du patrimoine, mais cette architecture-là peut être versée, si vous voulez, au patrimoine futur, quoi. Mais là, très souvent, je suis d'accord avec vous, vous avez vu ce que je vous ai montré à Zutzendorf, on ne peut absolument pas revendiquer l'aspect qualitatif de ces... Voilà, on continue, donc même avec l'apport de défense de Verne, on n'y arrive pas, quoi. Voilà, ça c'est des combats un peu sans issue. Alors, là rapidement, je voulais vous dire, mais alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez envie de savoir, parce que je dis, là, que font les maires là-dedans? En fait, les maires, ceux qui sont sensibles, même ceux qui sont sensibles au patrimoine, n'ont pas toujours les moyens d'intervenir. Pourquoi? Parce que vous avez soit une commune qui est couverte par un périmètre de protection d'un AMH, et donc vous avez ce fameux rayon qui est assez problématique de protection, et où le maire, lorsque un dépôt de permis de démolir est donné, c'est l'avis de l'ABF qui va prévaloir. Si l'ABF dit non, il ne faut pas la démolir pour telle raison, le maire peut s'appuyer dessus, puis aller voir le pétitionnaire, et le pétitionnaire, parce que c'est l'ABF, va râler contre l'ABF et son maire, mais il se plie à la décision. Par contre, le problème, il est là où
la commune n'est pas couverte par un périmètre de protection. Et là, c'est l'avis du maire qui tranche, c'est le maire qui va signer en son âme et conscience. Alors, soit le maire peut s'appuyer sur l'ABF, néanmoins, en lui demandant son avis, et ça permet une négociation avec le pétitionnaire un peu plus subtile, soit, par complicité, le maire, de toute façon, ne souhaite pas, et il est d'accord avec son pétitionnaire pour accorder le permis. Et là, il y a une intervention possible de l'ASMA, dans ces cas-là, quand on est comme à Sulzendorf ou ailleurs, vous avez quand même une obligation pour les pétitionnaires de respecter deux obligations. Le délai de recours, vous avez 2 mois à partir de la date d'acceptation du permis. Là, je parle que du permis de démolir, hein, mais ça vaut pour la construction. Il faut que vous affichiez sur le terrain cette autorisation et donc s'il y a une double contrainte, c'est soit le délai de recours n'a pas respecté. Alors ça ne nous arrange pas forcément parce que ça veut dire que la démolition a eu lieu et puis voilà, norme illégale, soit l'affichage n'a pas eu lieu avec constat d'huissier. On peut attaquer, donc nous c'est là-dedans, dans cette brèche-là, mais vous voyez qu'elle est quand même assez étroite, puisque c'est une double. Et puis la deuxième approche, c'est que la maison n'est pas protégée au PFI, donc la démolition est soumise à l'appréciation du maire. Le maire n'autorise pas la démolition, c'est le pétitionnaire qui peut s'engager. Alors, l'ASMA, on est déjà intervenu dans ce cas de figure, on a pu convaincre le propriétaire de changer de vue, mais sinon, si le maire autorise la démolition, le pétitionnaire doit quand même, soit par défaut, je dis donc, parce qu'il n'y a pas de réglementation qui lui permette de le refuser, soit par entente, c'est-à-dire que ça arrange tout le monde. Et là, c'est l'ASMA qui peut intervenir, en vérifiant si le délai. Donc voilà, c'est encore une fois par rapport à ça, conseil des conciliations. On a à l'Empare, la maison celle-là devait être démolie, on est intervenu auprès du propriétaire, on a réussi à la faire changer d'avis et puis lui montrer que, voilà, à travers l'approche de sensibilisation des caractéristiques climatiques, et puis on va jusqu'à recours et des plaintes, puisque à Spechbach, là le maire a voulu jouer finement contre l'ASMA parce qu'on était déjà identifiés comme des empêcheurs des grèves. Donc le maire a dû se dire, moi je vais leur montrer comment, enfin en parlant à ses autres congénères, maires, je vais leur montrer comment on fait. Donc il a pris la décision un vendredi soir de signer l'autorisation de démolir d'un bâtiment communal. Et puis le lundi, la pelleteuse était sur place, et là, donc il n'a pas respecté le délai de recours, parce que là, pour le coup, vous avez un délai de 15 jours pour la démolition, qu'il n'a pas respecté, de fait, et donc le tribunal nous a donné raison, et donc nous, on poursuit aujourd'hui avec une plainte, parce que comme il y a faute, ça engage la responsabilité. Alors, et nous, notre souci, c'est éventuellement que le maire ou la commune soit obligé de reconstruire à l'identique la maison. C'est excellent, ça. Là, c'est des interventions auprès des maires et autres. Vous voyez qu'une maison dans l'état a été reconstruite entièrement, alors que là, on était vraiment sur de la dégradation maximale, mais c'était une maison historique, et puis on a réussi à convaincre toute la chaîne de décision. Alors, et rapidement, parce que ça fait le lien avec les tables rondes et la suite à venir, je vais passer. On a aujourd'hui, justement pour donner les outils de défense à des maires qui n'en ont pas, parce que c'est d'inventorier les éléments du patrimoine qui méritent une préservation, une sauvegarde, avec des niveaux de protection qui va tenir compte de l'état de situation de la maison. Donc ce travail-là, par exemple, il a été fait à Lembach. En 2000, on a inscrit ces maisons-là et à travers ça, le maire a pu s'opposer à la démolition d'une vingtaine de maisons. Donc on l'a sauvegardé. Par contre, on est sur des questions qui sont en suspens. C'est comment mener ce volet patrimonial en vue de son inscription dans l'outil réglementaire et qui et comment instrumente la démarche. Et puis la question du coût aussi, puisque c'est des choses qui sont, il faut aller maison par maison, évaluer, faire le rapport, etc. Donc, je vais continuer. Ça c'est donc des questions importantes. Par contre, ce qui va nous intéresser, là, j'espère que M. Sanders pourra aussi nous apporter son éclairage. Je crois qu'il y a déjà eu des discussions avec l'ASMA et vous. Vous
vous avez, le repérage, c'est un repérage et une approche d'objet par objet. Et il y a une autre possibilité qui est peut-être beaucoup plus rapide et plus intéressante, qui est le fameux règlement municipal de la construction, qui est lié à une spécificité du droit local alsacien et que dans d'autres régions en France ne pourraient pas faire, mais nous, on a cette possibilité. Alors il y en a déjà quelques-unes dans le Haut-Rhin notamment, parce qu'on a des représentants relativement actifs quoi, dans le Haut-Rhin là-dessus. Et donc, ce règlement municipal, son intérêt, c'est qu'il peut couvrir la totalité du périmètre de la commune, et à ce moment-là, toutes les questions de démolition, d'aménagement et autres peuvent être discutées au sein d'une commission municipale qui est je pense aux représentants des adjoints ou adjointes en charge de l'urbanisme, mais accompagnés d'experts. Alors la question, sa faiblesse, c'est effectivement, le maire prend l'avis de cette commission chaque fois qu'il le jugera utile. Si vous avez un maire qui est, même s'il a mis en place ce règlement, mais qu'à un moment donné, il y a un projet un peu sensible, du point de vue humain, quoi, de relationnel et autres, eh ben, comment il jugera ça utile et est-ce qu'il le fera décider et donner l'avis par la commission avec les experts ou pas? Et les experts, qui sont les experts? Parce que si c'est lui qui peut les donner, il y a ce problème de choix. Et puis il y a le problème du cahier de recommandation, parce que si cette structure doit fonctionner, elle ne peut pas le faire sans un fond documentaire. Alors voilà, j'en ai fini, je m'en excuse, j'ai été obligé de... Ça m'a servi. Je voudrais connaître la politique de l'ASMA vis-à-vis de l'Eurométropole qui arrache depuis 2-3 ans les maisons à colombage dans les quartiers périphériques systématiquement. Vous faites bien de le dire, mais nous on ne peut pas intervenir difficilement comme on le fait ailleurs dans le milieu rural. Pourquoi? Tout simplement parce que ces communes ont un service public étoffé en charge y compris du patrimoine. Donc vous avez des personnes tout à fait identifiées qui devraient faire le boulot à notre place, quoi. Et donc si c'est pas fait en interne au niveau de ces services, il nous paraît difficile d'intervenir, sauf à ce que les personnes nous alertent. C'est-à-dire que si on est alerté et qu'on tombe sur un cas de figure que vous avez posé, le délai de recours non respecté, l'affichage non respecté, on va intervenir, c'est clair. Mais pour l'instant, on n'a pas d'alerte. Je parle de maisons à colombage qui ne sont pas très anciennes, qui ont 100, 150 ans, en tout cas avant la guerre de 14, et au prétexte du non-étalement urbain et de la verticalité, la municipalité actuelle donne l'autorisation de démolir systématiquement. Et dans les quartiers comme Neudorf, Colombourg, etc., c'est l'une après l'autre qui est arrachée. J'ai eu un permis de démolir encore hier après-midi à avenue de Colmar. Voilà. Mais là, je suis d'accord avec vous, mais là, on n'est pas alerté, et donc ça, c'est des choses qui passent sous le radar de l'ASMA. Nous, je suis passé un peu vite, mais nous, ce qu'on appelle les personnes ressources, c'est des sentinelles, c'est les personnes qui se sont engagées vis-à-vis de l'ASMA quand ils ont cotisé et donné leur devenu membre, soulignent bien qu'ils veulent bien contribuer aussi à nos actions. Sur Neudorf, en 3 ans, c'est une quinzaine de maisons qu'on dispose. Avec leur jardin, bien sûr. Mais là, je peux que je termine là-dessus avec la motion sur le soutien. J'ai des bulletins d'adhésion et si... Vous êtes déjà membre depuis 25 ans. De l'ASMA? De l'ASMA. Alors, simplement, je vais prendre vos coordonnées, enfin, plus précisément pour vous dire que votre alerte, quoi, éventuellement, votre regard, si vous êtes au courant de telle chose, prévenez-nous, et on voit comment on peut intervenir si alors, je suis désolé, voilà. Donc, on va discuter si on restait à midi. Voilà. C'est une question, on peut répondre pour lui, ça va assez vite. C'est une petite question technique. Point de vue isolation, au niveau des branchages, le torchis, donc argile, paille. Moi je l'ai fait avec une chaux chambre, parce qu'il y a une résistance thermique qui est meilleure. Est-ce que c'est une pratique qui est soutenue et recommandée au sein de l'ASMA? Ou est-ce qu'elle est rejetée parce qu'elle n'est pas trop moins traditionnelle? Elle est soutenue, voilà, on va dire ça. C'est la seule solution qu'on met en avant. Alors il y a le chaux chambre, et puis il y a le terre-paille, etc. Il y a plusieurs, mais c'est l'utilisation de matériaux biosourcés, quoi, très clairement, parce que si on veut renforcer son isolation, il faut que ce soit avec des matériaux qui soient cohérents avec l'existant. Merci.